Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je vous invite au Hall Saint-Géry pour vous parler d'une exposition sur la diversité de l'architecture en région bruxelloise. Et pour ce faire, j'ai invité Yaron pour parler de cette exposition. Tu es curateur, je veux dire, de l'expo. Tu es aussi directeur du département architecture moderne du CIVA. Voilà. Le CIVA va bien? Très bien, de mieux en mieux. Oui. La transition de la région s'est bien déroulée? Ça se passe plutôt bien. Il y a un ensemble d'institutions qui avant étaient indépendantes, qui ont été intégrées dans la fondation CIVA et qui travaillent maintenant tout ensemble. Pour vous, ça a changé quelque chose? Non, on continue à faire grosso modo la même chose, mais avec, je dirais, plus de moyens financiers et humains, et à la fois une obligation et une opportunité de travailler en collaboration avec d'autres départements, notamment jardin et paysages et architecture contemporaine, donc c'est une plus-value. Ton département s'occupe de quoi exactement? C'est à la fois un centre d'archives, d'architecture moderne, et nous valorisons en fait ces archives avec des expositions et des livres. Alors l'exposition que l'on voit actuellement au Hall Saint-Géry a la particularité d'être une exposition itinérante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle commence ici au Hall Saint-Géry pendant 2 mois et qu'ensuite elle va tourner dans les communes bruxelloises qui en ont fait la demande. Je crois qu'il y a 12 communes qui ont fait la demande de l'exposition et elle tournera à raison de 1 mois dans chaque commune. Moi, ce qui m'a étonné dans cette exposition, c'est de voir toutes les influences en fait. C'est un peu ça l'idée de la diversité de l'architecture, c'est de montrer comment l'architecture à Bruxelles, de la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, a été influencée par l'étranger. Nos architectes étaient un peu comme des éponges qui se laissaient volontiers influencer par tous les styles avant-gardistes de l'époque. Alors c'est le style cottage anglais, la sécession viennoise, le style hollandais, l'école d'Amsterdam, j'en passe et des meilleurs, l'Allemagne bien évidemment avec le Werkbund. On a l'impression que chaque fois qu'un architecte allait en vacances, il se dit « Ah, c'est magnifique, je reviens du Maroc, je vais faire… » Il y a un peu de ça, par exemple le style cottage anglais, qui n'est pas vraiment un style d'avant-garde cela dit, il arrive à Bruxelles via Jules-Jean Eggerix, qui va faire la cité de logements sociaux, le logis Floréal à Watermael-Boisfort, et en fait il fait un séjour en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale, parce que voilà, la Belgique est en guerre, donc il quitte la Belgique, il va s'installer en Angleterre, et puis il va visiter évidemment l'Angleterre et il découvre les fameuses cités-jardins anglaises, puisque c'est un concept inventé par les Anglais, en l'occurrence par un certain Ebenezer Howard, et il visite la cité-jardin qu'il a réalisée à Letchworth. Et il importe en quelque sorte l'idée et il va la mettre en œuvre à Watermael-Boisfort à son retour de Belgique. Yaron, je te propose que l'on se quitte quelques instants pour regarder un reportage sur un bâtiment qui s'appelle le Vivier d'Oie, où le bureau d'architecture Archi 2000 a son siège. Alors nous sommes ici dans les écuries du Vivier d'Oie. Et les écuries du Vivier d'Oie, c'est un coup de chance comme on en a, je pense, qu'un dans une vie, pas seulement une vie d'architecte, une vie tout court. J'ai découvert ces écuries qui en fait n'étaient pas des écuries au départ, début des années 90. Et c'est en baladant mon chien dans le bois de la Cambre, puisque nous sommes dans le bois de la Cambre, en plein cœur de Bruxelles, que j'ai découvert ces bâtiments complètement vandalisés, tagués, squattés, et j'étais totalement stupéfait qu'en plein cœur de la capitale de l'Europe, il y ait un complexe pareil. Ces bâtiments datent des années 1800, en tout cas le bâtiment principal, et a été construit par la Compagnie des Eaux, et c'était une usine élévatoire de la Compagnie des Eaux. On allait chercher de l'eau avec une machine à vapeur dans le lac Robinson qui est à 100 mètres d'ici. On pompait l'eau et on alimentait les hydrants du bois de la Cambre et les ouvriers communaux allaient arroser le bois de la Cambre grâce à certains hydrants. Ça a fonctionné jusqu'à plus ou moins 1950-1960 et puis la ville de Bruxelles y a installé sa police montée, c'est-à-dire les chevaux de la police montée, et c'est devenu les écuries du Vivier d'Oie. Les murs appartiennent à la ville de Bruxelles, le sol est régional puisque nous sommes dans le bois de la Cambre et que tout le bois de la Cambre est classé et appartient à la région.
Et donc je me suis dit, mais j'ai aucune chance, je rêve éveillé, je ne vais jamais pouvoir trouver une solution pour m'installer, parce que c'était vraiment l'idée, c'était assez vite d'installer mes bureaux dans ces écuries. J'ai été toqué à la ville de Bruxelles. C'était l'époque d'Henri Simons à l'urbanisme, qui lui ne voyait pas d'un très bon œil des bureaux s'installer en plein cœur du bois. Et puis pour finir, l'atelier d'architecture, ça lui a parlé et il trouvait que c'était pour finir assez sympa. Et on a cherché à voir comment on pouvait s'installer dans ces écuries, parce que bon, acheter, c'était hors de mes capacités à ce moment-là. Et donc, on a trouvé la formule de la concession. Donc, je suis concessionnaire de la ville, comme un cafetier. Ce sont trois bâtiments très différents, puisqu'en fait le bâtiment central, lui, c'est le cœur de l'entreprise, et on accède aux deux bâtiments à gauche et à droite par l'extérieur. Il n'y a pas de passage couvert, il n'y a rien, on passe vraiment via la cour. Ici, vous êtes dans la cave à charbon. En fait, on alimentait par les deux lucarnes que vous voyez au-dessus de votre tête, on alimentait la machine à vapeur via le charbon. Il y avait des petits wagonnets qui partaient. Et donc on a rénové ça en salle de réunion. Là-haut, il y a des espaces très lumineux, très ouverts. Bon, il faut évidemment une activité qui se prête à travailler en open space, mais ce sont des volumes assez exceptionnels. On a essayé de garder au maximum l'âme de ce bâtiment. On peut voir sur les murs en haut les anneaux qui permettaient d'attacher les chevaux. Je vous rassure, on n'attache pas les stagiaires architectes aux anneaux. On a gardé évidemment dans son jus toute cette cave avec cette brique apparente. On a gardé certaines grandes portes métalliques. On a vraiment refait ce bâtiment à l'identique, je dirais, par rapport aux années 1800 tel qu'il était conçu à l'époque. Au fur et à mesure du temps, on a eu besoin d'espace, et aujourd'hui on est plutôt serré, mais je dirais qu'on module un peu nos affaires en fonction de la taille et des espaces aujourd'hui, parce qu'on n'a vraiment pas envie de quitter, et on n'a pas envie non plus d'avoir deux sièges parce que ça complique tout, c'est très compliqué, c'est difficile, mais donc on s'arrange. Pour l'instant on est 39-40 et ça va tout juste. Nous sommes toujours au Halles Saint-Géry pour vous parler de cette exposition sur la diversité de l'architecture en région bruxelloise. Yaron, encore un petit mot peut-être sur Van de Velde. Oui, Van de Velde illustre bien les relations entre la Belgique et l'Allemagne, et il joue un rôle de passeur, évidemment. Et donc Van de Velde commence sa carrière en Belgique, et puis il va en Allemagne pour créer la première école des arts décoratifs en Europe, école qui est l'ancêtre du Bauhaus. Après la guerre de 14, il est obligé en fait de quitter l'Allemagne parce qu'il est belge, et donc c'est un ennemi. Il revient donc en Belgique, et le ministère de l'Enseignement lui confie la création d'une école des arts décoratifs. Ce sera la Cambre, et la Cambre qui, à son tour, va en quelque sorte importer le Bauhaus en Belgique. Et on trouve plein d'anecdotes comme ça dans l'exposition, effectivement. On m'a toujours dit, ou j'entends souvent, ouais, Bruxelles, c'est un patchwork de plein de choses, etc. Et je trouve qu'avec cette exposition, on se rencontre effectivement peut-être d'où vient ce patchwork. Alors, il faut savoir que nos architectes, ils sont belges, donc ils sont quand même modestes. Voilà. Oui. Et donc, ils fonctionnent beaucoup plus qu'un architecte français ou un architecte allemand comme des éponges. Ils acceptent volontiers de se laisser influencer par les styles étrangers. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque tournant du siècle, les architectes belges sont aussi des prescripteurs. Donc l'Art Nouveau est une invention belge qu'on doit à Horta, Ankar et Van de Velde, qui va influencer toute l'Europe. Donc nous ne sommes pas que influencés
par l'Europe et le reste du monde, nous influençons également en retour le monde, et ça ne se limite pas à l'Art Nouveau. Il faut rappeler qu'au tournant du siècle, la Belgique est tout de même une des premières puissances mondiales. On a une industrie extrêmement développée et on va exporter notre savoir-faire, notamment en matière de tram. On est le spécialiste du tram. Et donc ça va permettre, par exemple, au baron Empain de développer une ville nouvelle dans la banlieue du Caire, Héliopolis, et de relier cette ville au tram. Mais quel est l'architecte qui va construire Héliopolis? C'est un architecte belge. Mais il ne va pas faire de l'architecture belge, il va faire du vernaculaire arabo-musulman. Donc il va faire une espèce d'architecture belgo-égyptienne en Égypte. Il y a un autre exemple tout à fait étonnant. On développe le tram pour la création d'une cité balnéaire dans la banlieue de Palerme, à Mondello, qui existe toujours aujourd'hui, et qui ressemble un peu à une ville balnéaire de la côte belge en réalité. Donc c'est nous qui faisons le tram, et la compagnie qui développe le tram emmène dans ses bagages un architecte, Lucien François, qui va réaliser le lotissement. Donc les constructions architecturales sont dues à un architecte belge, mais qui va le faire évidemment dans un style italianisant. Bon, ça, comme mille autres choses, on le découvre ici dans les différents panneaux que représente cette exposition. Une exposition itinérante dont vous trouverez le parcours et les dates sur le site siva.bruxelles. Yaron, je te remercie pour ces explications. Tu m'invites pour un prochain événement ? Avec plaisir. Je viendrai avec grand plaisir également. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt sur BX1.